Marc Filterman, bonjour et merci d'être avec nous sur Fréquence Évasion. Bonjour. Nous allons parler des écoutes téléphoniques. C'est le sujet aujourd'hui. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire tout d'abord ce qu'est la NSA et où se trouve cette agence? Alors, la NSA, c'est un National Security Agency qui est aux États-Unis. Et c'est une agence qui existe depuis les années 50 maintenant, puisque vous aviez un pacte UCUSA qui avait été signé avec plusieurs pays dès les années 52, si je me rappelle bien. Donc l'accord qui a été signé a été fait avec le Canada, les Britanniques, donc le Royaume-Uni, avec également la Nouvelle-Zélande, l'Australie, en fait tous les pays anglo-saxons. Vous avez fait une enquête justement sur ce dossier des écoutes téléphoniques. Qu'avez-vous découvert? Alors, j'avais fait une enquête, c'est-à-dire qu'en réalité c'est Duncan Campbell qui déjà en 1998-99 avait fait un rapport sur le réseau échelon à partir de l'Angleterre sur ce qu'il avait découvert sur la base de Menwith Hill, qui est une base relativement importante avec de nombreuses antennes d'interception par satellite. Donc le réseau de l'échelon de la NSA est connu depuis les années 2000. Donc c'est pas une découverte, c'est-à-dire qu'on redécouvre aujourd'hui ce que l'on sait depuis les années 2000. Or depuis les années 80-90, on a de nombreuses sociétés européennes qui ont perdu des contrats. On se doute bien que les grandes antennes qu'il y a dans un certain nombre de pays sur un certain nombre de bases, c'est pas pour faire des crêpes, c'est bien pour faire des écoutes téléphoniques. Ce qu'il y a de marrant dans cette affaire, c'est que toutes ces écoutes téléphoniques ne font pas baisser les trafics de drogue et les trafics en tout genre. Donc ça veut bien dire que ces antennes ou les captages sur des câbles fibre optique, puisque maintenant on peut piéger également les câbles fibre optique, et c'est d'ailleurs les câbles fibre optique qui transportent le plus grand nombre de communications, c'est bien la preuve que c'est pas utilisé contre les mafias et contre le terrorisme, et que c'est utilisé uniquement pour faire l'espionnage économique. Alors depuis quand existent-elles ces écoutes téléphoniques? Alors les premières écoutes téléphoniques, en réalité, ça remonte aux années 30, en Allemagne déjà, en 1934, puisque vous aviez Goering et puis Goebbels, qui était un des responsables de la propagande pendant que Goering s'occupait des écoutes téléphoniques. Ils ont déjà utilisé ce moyen, ni plus ni moins, pour supprimer les opposants ou ceux qui pouvaient devenir les opposants. Donc vous voyez, les premières écoutes téléphoniques, ça remonte déjà au début des années 30. Ensuite, effectivement, les Américains se sont penchés sur le sujet, y compris sur le sujet du décryptage dans les années 40, lors de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est après que sont intervenus les accords avec les pays anglo-saxons, notamment l'accord du pacte UCUSA. Donc vous aviez déjà des rencontres américano-britanniques à Londres dès août 1940. Ensuite, vous avez eu en 1941 une collaboration au niveau des communications avec des crypta-analystes, et vous aviez le président Truman qui, en septembre 1945, avait signé un premier mémorandum qui a été une des clés de voûte de l'alliance SIGINT, c'est-à-dire ce qu'on appelle SIGINT, c'est l'analyse des signaux intelligents, donc signaux radioélectriques. Et est intervenu ensuite en 1947 les signatures du pacte UCUSA. Voilà un petit peu près ce qui s'est passé dans l'ordre chronologique des choses. Donc vous avez un premier cercle que je vous ai cité où on trouvait le Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni et puis États-Unis. Et vous avez ensuite un deuxième cercle qui est arrivé beaucoup plus tard, évidemment, où on retrouve des pays comme l'Autriche, la Belgique, la République tchèque, Danemark, Allemagne, Grèce. Tout ça, ça collabore avec la NSA. Et vous avez encore un tableau qui a été diffusé récemment, qui indique un tableau, bon, donc classifié secret, mais qui a été qui a été dévoilé par le biais des révélations de Snowden, notamment, qui révèle que l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, la Hollande, la Norvège, Pologne, Portugal, Corée du Sud, Espagne, Suède, Suisse, Turquie, collaborent également au réseau de la NSA. Donc vous voyez, pratiquement tous les pays
on est en train de dénoncer l'espionnage, mais ça fait un petit peu rire parce que tout le monde collabore avec la NSA. En effet, oui. Alors, qui a écouté exactement? L'armée, les politiques, et si oui, pour quelles raisons? Alors, c'est assez marrant parce qu'il y a eu un rapport, le comité R en Belgique, qui a avoué dans un rapport qu'ils ne savaient même pas ce qui transitait sur leurs tuyaux. C'est-à-dire que les systèmes sont tellement automatisés, ils fonctionnent à partir de mots-clés, qu'on ne sait pas ce qui est prélevé sur les réseaux. Toujours est-il que pour les pays qui font partie de l'Union européenne et qui collaborent avec la NSA, on est dans la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, puisqu'on a des atteintes à la vie privée. Bien sûr. Pour donner un ordre d'idée, au niveau des collectes, on s'est aperçu qu'entre fin décembre et début janvier, donc 2012-2013, il y avait eu, par exemple en France, 70 millions de coms captés, et pour les autres pays, c'est pareil, ça tourne aux alentours de 50-60 millions de coms qui sont interceptés. Alors on en parle beaucoup de ces écoutes téléphoniques et le citoyen lambda, enfin on le voit à la radio, tout le monde se sent écouté, se sent espionné, on nous dit on est sur écoute, on est sur écoute. Est-ce que vraiment le citoyen lambda est écouté? Mais il n'y a pas que le citoyen lambda, on parle du citoyen lambda, mais les politiques ne savent même pas qu'eux-mêmes ils peuvent être écoutés. On a des circulaires, par exemple en France, où il est demandé aux ministres d'utiliser des téléphones cryptés. Même eux, ils n'utilisent pas de téléphone crypté. Moi, je me suis rendu compte au cours d'une affaire, puisque je travaille aussi sur des sujets sensibles qui peuvent toucher au domaine de la santé. Je me suis rendu compte que des emails que j'avais expédiés à des députés avaient été détournés et interceptés par des robots. J'ai donc dressé une liste de 250 députés et sénateurs, et pas seulement la NSA, donc, où des opérateurs interceptaient les courriers électroniques par le biais des mots-clés et détournaient ces courriers électroniques. J'ai même découvert qu'un ancien responsable de la CNIL avait lui-même son email qui pouvait être intercepté. Donc, vous voyez, c'est tout le monde qui est touché, c'est pas que le citoyen lambda. Bon, vous avez aussi des collaborations qui ont été faites avec la NSA concernant le PNR, enfin ce qu'on appelle les accords PNR, qui consistent à communiquer, alors là c'est l'Union européenne qui l'a fait là aussi, c'est-à-dire que eux-mêmes ils participent à l'espionnage de nos propres citoyens. Le PNR, c'est ce qu'on appelle, c'est le Passenger Name Record, qui consiste à communiquer aux États-Unis toutes les personnes qui utilisent les compagnies aériennes pour surveiller le territoire aérien, se poser sur le territoire américain. Qu'est-ce qui a été fait? Eh bien, on communique nos informations, mais il n'y a pas de réciprocité. C'est-à-dire que les informations concernant des passagers américains ne sont pas communiquées à l'UE. Donc, on se demande à quoi sert l'Union européenne, si elle sert à protéger les intérêts des citoyens européens ou si c'est le contraire. D'ailleurs, apparemment, c'est le contraire parce que je viens d'avoir un rapport entre les mains que j'ai pas eu le temps de lire puisque je viens de le recevoir, un rapport de 150 pages qui met en cause justement la CNIL et qui dit carrément que la CNIL n'a pas protégé les intérêts des citoyens européens. Et la CNIL française est d'ailleurs visée carrément par ce rapport. Alors on dit que la France fait partie des 5 pays qui pratiquent le plus les écoutes téléphoniques. Quels sont les autres? Est-ce que c'est vrai déjà que la France en fait partie? Mais il n'y a pas que la France. Tous les pays font des écoutes téléphoniques. C'est clair, net et précis. Ils ont tous des infrastructures. Sauf que les États-Unis, l'Angleterre, ils font carrément du chalutage. C'est-à-dire ils récupèrent tout, aussi bien au niveau du citoyen que des entreprises, chefs d'entreprise et politiques. D'ailleurs, on l'a vu avec Madame Angela Merkel, qui apparemment, elle utilise un BlackBerry. Et quand on prend un document de DSD, là aussi, on a un certain nombre de smartphones qui sont cités, comme les Motorola, comme les Nokia. Qui sont des cibles, BlackBerry, je ne vais pas revenir là-dessus, mais déjà, si vous faites des recherches par des mots-clés sur Internet, vous constaterez qu'il y avait eu des tentatives, c'est pas qu'il y a eu des tentatives, c'est qu'il a été introduit des chevaux de Troie, ni plus ni moins, pour pouvoir pirater les smartphones
BlackBerry. Donc, s'ils sont en difficulté aujourd'hui, il ne faut pas s'en étonner. BlackBerry, c'est une compagnie canadienne. Ouais. Donc, c'est-à-dire, vous avez beaucoup de systèmes qui sont actuellement sur le marché. Or, tous les systèmes que vous avez, ils ont des failles de sécurité. Donc, quand Microsoft vient dire qu'il va modifier le système SSL de façon à augmenter la sécurité, bon, ça fait un petit peu rire puisque vous avez l'article FISA aux États-Unis qui oblige en quelque sorte tout opérateur ou fournisseur de matériel ou système crypté, ni plus ni moins, de fournir les clés. Donc on voit pas comment Microsoft ou Verizon ou AT&T peuvent durcir leur système ou crypter leur système, puisque de toute façon, ils sont obligés de donner les clés ou de s'en conformer à la loi FISA. C'est une loi qui date de 1978 et qui concerne la surveillance des étrangers. Bon, vous avez également ce qu'on appelle FISC, qui est une cour de supervision de la surveillance à l'étranger, qui ordonne ni plus ni moins aux opérateurs du territoire américain de communiquer ce qui est exigé par la NSA et les services de sécurité. S'ils ne le font pas, comme a dit dernièrement le PDG de Yahoo, ils partent en prison. Alors, qui gère ces écoutes téléphoniques et quel matériel se sert-on pour effectuer ces écoutes? Alors, il y a plusieurs entités aux États-Unis qu'on ne peut pas tout citer. Vous avez, essentiellement, tout est centralisé à la NSA. Vous avez la DIA également qui concerne les services militaires américains. Vous avez le FBI, vous avez la CIA. Normalement, chaque service a ses systèmes. Mais en réalité, c'est tellement, le système est tellement vaste, le budget qui est alloué à l'espionnage et à la NSA, chaque année, c'est plusieurs dizaines de milliards de dollars. Là, vous avez un centre qui a été construit à Bluffdale dans l'Utah. Rien que ce centre, il y en a pour 2 ou 3 milliards de dollars. Donc, ce nouveau centre, il va être destiné à intercepter toutes les communications Internet. Il a une capacité phénoménale. Il lui faut une puissance électrique d'au moins, je sais plus combien. Je crois que la note d'électricité par mois, c'est $1 million pour donner un ordre d'idée de ce système. Alors, depuis longtemps, les premières infrastructures concernaient les interceptions radioélectriques et satellites. Maintenant, le trafic passe par le câble, donc par les fibres optiques. Maintenant, les nouveaux systèmes d'espionnage sont orientés sur les câbles fibres optiques et avant on ne pouvait pas poser de bretelles dessus, mais maintenant on sait que les câbles fibres optiques sont piégés, y compris les câbles fibres optiques européens. Alors on dit que les portables sont des véritables espions, même éteints. Oui, alors les portables, effectivement, il y a sur certains types de portables, comme au Japon, la possibilité de les réactiver. Par exemple, là-bas, ils ont beaucoup de séismes. Donc, quand un portable est effectivement mis en veille, il peut être réactivé à distance. Ce qui indique qu'il y a dans les portables, et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'un constructeur de portable, je crois que c'est Nokia, n'a pas nié cette possibilité de remettre en route le portable même quand il est coupé. Donc ça veut dire qu'il y a une puce dans le portable qui permet quelque part de court-circuiter cette interruption. Le meilleur moyen de neutraliser le fonctionnement d'un portable, c'est carrément d'enlever la batterie ou même de le mettre dans une boîte en fer. Là, on est tranquille parce que quand vous enlevez la batterie, vous pouvez avoir également des condensateurs ou des petites piles qui peuvent entretenir le fonctionnement d'un circuit à l'intérieur de ces portables. Je ne sais pas quels sont les constructeurs qui ont incorporé cette technologie, mais ça aussi c'est possible. C'est dossier spécial, nous parlons des écoutes téléphoniques en compagnie de Marc Filterman. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Chaque jour sur Fréquence Évasion Grand Sud, info, loisirs.